Depuis une quarantaine d'années, en Ontario comme au Canada, comme dans tant d'autres sociétés occidentales, on prône l'inclusion de toutes les personnes. Les personnes qui ont un handicap physique, qui ont un handicap de développement ou une déficience intellectuelle. Cette nouvelle réalité entraîne de nouveaux besoins, des besoins de services, des besoins de nouveaux professionnels, aussi un changement d'attitude, un changement de comportement. On en parle aujourd'hui avec Marc Latreille, Sylvie Rozon, Patricia Dosti et Marie-Christine Plouffe. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est drôle de dire que ça fait une quarantaine d'années qu'on parle d'inclusion sociale, puis on est encore en train de parler de changement de comportement et de changement d'attitude. On parle encore de comme si c'était une nouvelle réalité. C'est long et c'est un peu très long, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai invité des personnes aujourd'hui pour nous parler des nouvelles, des professions que cette nouvelle réalité a suscité. J'ai avec moi Marie-Christine Plouffe, qui est une diplômée de la Cité. Oui. Je dirais la Cité collégiale, mais c'est le collège de la Cité. Oui. Tu es diplômée en intervention auprès des personnes ayant un handicap. Marc Oui. Latreille est le coordonnateur de ce programme et tu enseignes aussi dans le programme, Marc. Tout à fait, On peut oui. se tutoyer, Marc? Oui, oui, tout à Marie-Christine fait. aussi. Patricia, que je connais depuis longtemps, qui est directrice générale de l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa, qui existe depuis 25 ans. Oui, effectivement. Nous, Mais- nous célébrons nos 25 ans cette année. Ah, puis on va faire une émission là-dessus parce que ça vaut la peine. Je le souhaiterais ardemment. On va le faire avec un grand plaisir. Et Sylvie Rozon, qui, elle, est coordonnatrice et professeure, enseignante, professeure, dans le programme Intégration communautaire par l'éducation coopérative. Exact. Votre programme s'adresse à des jeunes ou des personnes qui veulent devenir professionnels. Ton programme s'adresse à des personnes qui ont un handicap et qui veulent contribuer dans la société. Tout à fait. C'est vraiment merveilleux que vous soyez là aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. On va commencer par toi, Marc. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce programme, puis à travailler avec les personnes qui ont un handicap? Qu'est-ce qui fait que ça t'a attiré ce domaine-là? Mais le travail auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou tout autre handicap est un travail très enrichissant. Alors, quand on aide, quand on contribue à la formation des personnes qui vont travailler avec ces gens-là, c'est très enrichissant comme travail. Pourquoi tu dis c'est enrichissant? Dans quel sens c'est enrichissant? Bien, on a l'impression qu'on a un impact sur la vie des gens, qu'on peut influencer des choses. Surtout au niveau social, au niveau politique et social, on peut aider à faire avancer certaines causes. Donc, en ce sens-là, c'est valorisant, c'est très enrichissant. Donc, on sent que notre travail ne tombe pas dans le vide. Non, tout à fait. Toi, Marie-Christine, pourquoi as-tu choisi d'étudier dans ce domaine-là, puis là, tu poursuis à l'Université en travail social? Oui, ben moi, c'était vraiment dans le but de faire une différence dans la vie des gens, puis justement se faire un petit peu porteur de la défense de leurs droits, puis de vraiment faire une différence dans leur vie. Ça me touchait, puis je suis contente d'avoir fait mes études à la Cité. Maintenant, quand on parle de personnes qui ont un handicap, écoute, ça peut être large, là. Oui. Hein, de quoi on parle dans votre programme en particulier? Bien, le programme met surtout l'emphase sur les gens qui ont une déficience intellectuelle, mais évidemment, on va aussi travailler auprès des personnes qui ont un handicap physique, aussi des personnes qui ont ce qu'on appelle un diagnostic double. Un diagnostic double, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, a une déficience intellectuelle, mais un problème de santé mentale, comme la schizophrénie, par exemple. On va aussi travailler avec des personnes qui peuvent être sourdes et aveugles. Alors, différentes sortes d'handicaps. Mais comme ça. c'est tellement différent, Oui. de travail auprès d'une personne. Moi, j'ai fait quelques émissions sur la culture sourdienne. Et puis, la culture sourdienne, c'est pas une culture qui a besoin d'aide, là. Elle a besoin qu'on les laisse aller, puis qu'on comprenne qui ils sont. Tandis qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, elle a besoin plus d'intervention de notre part. Oui, oui, le niveau d'intervention peut être à des degrés différents, tout à fait. OK. Est-ce que vous enseignez la langue des signes? On a un cours qui s'appelle Désordre communicatif. Et puis, dans ce cours-là, le professeur touche un peu le Oui, mais c'est langage pas un des signes. désordre. La langue des signes, c'est pas un désordre. Non, non, mais c'est dans ce cours-là où, OK. où on enseigne ça. oui. OK. Toi, Patricia,
Qu'est-ce qui t'a amené à enseigner à la Cité? Parce que, en plus d'être directrice générale, tu enseignes dans le programme de marque. Oui, effectivement, j'en avais suffisamment aussi d'être directrice générale avec les responsabilités qui vont avec ça. Cependant, je pense que c'est important de faire un transfert de connaissances. Et le cours Préparation au marché du travail, que j'ai le grand bonheur d'offrir, me permet de transférer des connaissances, mais de s'assurer d'aller chercher la relève dans notre secteur, d'inciter les jeunes au niveau de leur leadership, d'inciter pas juste les jeunes, mais aussi les gens qui sont en changement de carrière, tout simplement de s'intéresser au secteur du handicap de développement, déficience intellectuelle. D'ailleurs, on voit par la réflexion de Marie-Christine qui dit « Moi, j'aimerais faire la différence, j'ai toujours voulu faire la différence », c'est ce que nous entendons le plus souvent en classe de la part des gens qui veulent faire la différence auprès des personnes. Alors, quand on a des gens allumés comme ça, des gens qui veulent faire la différence, mais aussi une des compétences les plus importantes, c'est la défense des droits des personnes. C'est une des compétences les plus élevées, d'ailleurs reconnue par la stratégie des ressources humaines provinciales en Ontario. C'est une des premières compétences à avoir pour travailler dans le domaine, c'est la défense, la protection des autres. Alors, c'est vraiment un domaine où on se fait un peu l'appui, l'accompagnateur des individus, on chemine avec les personnes et on leur donne toute la place pour une autonomie, mais on est là pour les soutenir sur le plan de la sécurité et du bien-être personnel et physique. Est-ce que c'est une partie intégrante du programme, ça, toute la protection, le militantisme, si tu veux, autour de... Oui, on va en parler tantôt, je trouve ça super intéressant. Toi, Sylvie, toi, tu ne travailles pas avec... Tu ne formes pas les professionnels qui vont œuvrer dans le milieu, tu formes, t'aides aux personnes qui ont un handicap à se retrouver dans la société. J'ai le bonheur de faire les deux. Fait que j'enseigne aussi des cours dans le programme d'intervention auprès des personnes ayant un handicap, mais depuis 3 ans, je coordonne le programme d'intégration communautaire qui s'adresse vraiment à des adultes qui ont soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique. Alors, ils ont l'occasion d'être inclus au collège et d'avoir leur propre formation. Tu enseignes dans le programme d'intervention aussi? Également. Est-ce que tu as travaillé dans ce milieu-là avant d'enseigner? Pendant plusieurs années. Alors, j'ai travaillé autant en milieu scolaire, milieu résidentiel, en centre de jour, avec des personnes. Toujours mon plus jeune client avait 6 mois, puis mon plus vieux était dans la soixantaine avancée. Alors, j'ai touché vraiment à différents volets dans le domaine. Puis, qu'est-ce que tu fais? Un bébé, comment tu peux travailler avec un bébé? Explique-moi. C'est beaucoup. On va beaucoup travailler, exemple, avec les ergots, les physiothérapeutes, les orthophonistes, faire ça, bon, au niveau de l'alimentation, s'assurer qu'ils sont capables de faire des mouvements pour les aider dans leur croissance et tout ça. C'est beau. C'est très différent. Puis c'est un peu la beauté de notre domaine. C'est tellement... On a une belle variété de clientèle et de domaines où on peut travailler. Parce que chaque personne est différente. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ce qui fait la beauté. Parle-moi du programme pas intervention, mais intégration communautaire. Oui. C'est vraiment un certificat qu'on met sur 2 ans au collège, où on permet à des adultes qui ont des déficiences intellectuelles ou qui sont autistes de vivre une expérience collégiale. Fait qu'ils ont un cursus, c'est un programme qui est reconnu par le ministère des collèges et universités de l'Ontario, au même titre que tous les autres programmes du collège. Et en plus, ils ont l'occasion à chaque session de suivre des cours dans un programme de leur choix. Fait qu'on a des adultes qui vont aller s'asseoir dans des cours, des programmes en maçonnerie, en informatique, en intervention à l'enfance, éducation, service à l'enfance. On peut avoir des étudiants qui ont un intérêt pour n'importe quel domaine. Alors, on leur permet de s'intégrer dans un cours qui les intéresse. C'est ça. Dans ces cours-là, ils sont accompagnés d'une intervenante qui va les aider, qui va adapter des fois des évaluations, des travaux, des examens aux besoins. Puis elles vont aussi offrir du tutorat aux étudiants qui en ont besoin. Puis, est-ce qu'il y a de la formation pour, dans les aptitudes de base, comme lire, écrire, la mathématique et tout ça, vous avez de la formation là-dedans? Oui, on a des cours de français, on a des cours de mathématiques également. Est-ce que c'est un peu comme, on regarde à l'école de la salle, il y a l'Éducentre.
Est-ce que c'est un peu la suite de l'Éducentre? C'est drôle que tu dis ça. Justement, la semaine passée, je suis allée faire une présentation à l'Éducentre du programme parce qu'on veut que ça soit une continuité de ce que les étudiants vivent au secondaire. Et je trouve qu'on commence à bâtir de beaux échanges, des beaux partenariats avec les milieux scolaires pour justement qu'il y ait une suite, pour que les étudiants voient que c'est une possibilité de venir au collège, ce qui ne l'était pas auparavant pour ces personnes. C'est absolument incroyable que ça se passe comme ça. Ça me donne la chair de poule rien qu'à y penser parce que quand ils sortent de l'Éducentre, ils tombent comme dans le vide, comme en bas d'un précipice. Oui. Là, ils peuvent aller, puis non seulement ils peuvent continuer à s'intéresser à différents domaines qui les touchent, ils peuvent aussi apprendre à travailler dans un domaine en particulier. On s'en va à la pause, on revient tout de suite, on continue. Restez avec nous. Je trouve ça vraiment le fun. Marie-Christine Plouffe est non seulement diplômée du programme d'intervention, c'est intervention auprès des personnes ayant un handicap. Oui. Alors, intervention auprès des personnes ayant un handicap. C'est ça. Et je vois que l'intervention est au pluriel aussi. Hein? Oui. Parce qu'il y a différents types d'interventions. Oui. Tu as choisi ce programme-là parce que tu voulais faire une différence dans la vie des gens. Mais comment tu as aimé ton programme? Qu'est-ce que tu en retiens? Bien, j'ai beaucoup aimé l'expérience parce que justement, on est allé de façon très vague. On a vu plusieurs types d'interventions, puis plusieurs différents handicaps. Puis moi, il y a un cours qui m'a particulièrement allumée pendant que j'étais à la Cité. C'est le cours sur la valorisation des rôles sociaux. Puis ça, c'est un cours où on parle de l'importance des rôles qu'on occupe dans la société, puis l'importance d'avoir des objectifs puis de les atteindre. On reconnaît aussi que la personne, c'est le principal acteur de sa vie, puis qu'il a le droit de donner son opinion, puis il a son mot à dire sur les décisions importantes de sa vie. Puisque la valorisation des rôles sociaux offre versus le côté médical, par exemple, c'est qu'elle te dit « Je ne peux pas t'enlever ta déficience intellectuelle ou ton handicap, mais je vais t'aider à rehausser tes rôles sociaux et tes conditions de vie. Donc, je vais t'aider à vivre la vie que tu veux mener, puis te permettre de vivre une belle vie. » Puis ça, pour moi, c'est important que les intervenants le sachent dès le départ dans la formation, parce qu'au bout du compte, ça devient un petit peu comme notre mission, finalement. Oui. Puis tu enlèves toute condescendance à l'égard du rôle du professionnel. Oui. C'est pas lui qui sait. Non. Il est là pour accompagner la personne pour que cette étincelle-là s'allume à l'intérieur. Oui. Puis moi, c'est ça qui vient me chercher. J'en parle, puis j'ai des frissons. Puis c'est ça que je veux permettre aux personnes avec qui je vais travailler, puis c'est ça que je veux apporter comme message dans la société en général. Est-ce qu'il y a une lecture que tu as faite ou une conférence que tu as entendue ou des paroles d'un prof? Est-ce que tu veux nous dire qui était l'enseignant? C'était Martine Fauchéneau qui travaille chez Valoris. C'est elle qui a vraiment... Elle est extraordinaire, la façon qu'elle a enseigné le cours. Puis Valoris, c'est un endroit qui s'occupe des familles dans Prescott-Russell, si je te Oui, trompe pas. exactement. Oui. Puis c'est ça, c'est elle qui est venue nous parler, bien, qui était notre enseignante pour ce cours-là. Fait que c'est vraiment de elle que je retiens, là, ce volet-là, quoi qu'on en parle dans pas mal tous les cours. Est-ce que ça, Marie-Christine, bien, oui, parce que j'imagine que c'est l'approche de base. Oui, c'est ça. Ça, est-ce que ça t'aide dans ta vie, à toi aussi, ou rien que dans ton travail? Ah non, dans ma vie à moi aussi, parce que ça nous rappelle que, justement, on est l'acteur principal de notre propre vie. Puis c'est à nous de faire les actions. On peut aller chercher de l'aide, on peut poser des questions, mais ça part de nous, puis ça part de notre étincelle, ce qu'il y a en dedans de nous. Fait que c'est le fun d'aller aider les gens à allumer cette étincelle-là qui est en dedans d'eux, mais ça nous permet aussi de, nous, la garder allumée, puis de la reconnaître, la ressentir. Oui, la reconnaître, la ressentir. Donc, ça a fait des changements en toi, ça t'a transformé personnellement, ce programme-là? Oui, définitivement, oui. Ce que je retiens, ça m'apporte dans ma vie de tous les jours, puis il y a plein de notions que j'applique dans ma vie à moi personnellement aussi. Puis je pense que pour être une bonne intervenante,
ça, tu peux pas l'apprendre à quelqu'un d'autre sans l'appliquer toi-même. C'est ça que Et c'est quelque chose qui pourrait être enseigné ou les gens en éducation pour que les enseignants aussi soient comme ça à tous les niveaux. Oui. Oui, je pense que c'est quelque chose qui devrait être appliqué de façon générale. Partout, oui, les exactement. parents, nous, tout le monde. Oui. Parce que c'est le but de la vie. Exactement. Il n'y a pas d'autre but dans la vie que ça. Exactement. Oui. C'est de la musique à mes oreilles. C'est de la musique à mes oreilles comme employeur qui embauche des étudiants, finalement, qui vont être la relève. C'est la relève, Marie-Christine. C'est de la musique aussi dans le sens que, quand on parlait de défense de droits, de soutien aux individus, c'est le rôle qu'on s'attend comme employeur. Et il faut permettre justement de donner toute la place à la personne comme citoyen et citoyenne à part entière. Hein. C'est vraiment ce qu'on véhicule comme volonté, c'est de leur donner la prise de parole, le pouvoir décisionnel, de redonner aux personnes leur pouvoir qui leur appartient. Ouais. Maintenant, il faut y croire. Alors, quand on voit chez les apprenants-apprenantes cette possibilité-là, comme employeur, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir au niveau de l'évolution, des changements des mentalités. Oui. Où je voulais en venir, c'est que cette relève-là, que transpose tellement bien Marie-Christine, bien, ça va permettre ces changements-là et nous en avons grandement besoin. Ils sont les professionnels d'aujourd'hui qui commencent et ils sont aussi les parents de demain. Et voilà. C'est parce que ça tout commence dans la famille. Oui, et les parents ont besoin d'entendre ce support-là de la part de l'intervenant, d'avoir du soutien, mais pas de condescendance, mais vraiment un immense respect pour la valeur citoyenne de l'adulte, si c'est un adulte. Non pas l'infantiliser ou de le traiter autrement, mais bien en adulte et de l'accompagner dans sa démarche. On parle bien de la valeur citoyenne, on pourrait parler de la valeur humaine aussi. Et qui n'est pas du tout dans une valeur de rentabilité. On vit dans une société où tout doit être rentable, tout est mesuré, il faut être productif. Est-ce que vous voyez en quelque part un écart entre ce que vit la société et ce que vous tentez de faire dans votre monde? Effectivement, parce que Christine parle de valorisation des rôles sociaux et on sait souvent que malheureusement, dans la société, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ont tendance à être dévalorisées. Parce que justement, on les considère comme étant moins rentables que l'autre personne à côté. Alors oui, c'est un peu quand on travaille dans le domaine de dire comment moi je peux aider cette personne-là à obtenir un rôle valorisant dans la société. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants, les étudiants qui s'inscrivent dans nos programmes, puis ceux qui travaillent dans le domaine, ont tous le goût d'aider les gens. Mais aider les autres, ça ne veut pas dire tout faire à leur place. C'est ça, ça veut dire quoi, aider? Oui. C'est ça. Alors, c'est quelque chose, puis c'est un défi souvent de dire, je veux aider l'autre, mais en même temps, je veux le rendre le plus autonome possible. C'est ça, comme aider, elle a donné une définition de ce que ça veut dire aider. Ouais. Puis, tantôt, on a parlé aussi de protéger quand c'est nécessaire, ou de militer en faveur, ou d'aller intervenir pour un autre, vouloir qu'il soit autonome. Ce sont des nouvelles faces, je dis nouvelles, dans l'histoire de la société occidentale, c'est encore assez nouveau, surtout dans un monde où tout est mesuré en termes d'argent. As-tu de la difficulté avec les employeurs? Quand tu... On doit, une fois, c'est certain que ce qui fait peur à l'être humain, c'est de l'inconnu, hein? On s'entend là-dessus. Alors, c'est certain que quand on approche des employeurs et qui n'ont jamais eu de contact avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle, il peut y avoir une certaine réticence au point de départ. Et dès qu'on prend le temps de leur expliquer, on leur présente les personnes, puis qu'il y a un échange qui s'établit, là, on dirait que les préjugés vont tomber. Et là, ils vont être dans l'accueil, dans l'ouverture, puis c'est d'apprendre à regarder l'autre avec ses forces, son potentiel, et pas nécessairement avec ses limites, ce qu'il n'est pas capable de faire. Oui. Alors, ça, c'est vraiment, là, c'est quelque chose qu'on continue à travailler. Parce que les étudiants chez vous, ils ont quel âge? Ça part le plus jeune de 19 ans, OK. puis il n'y a pas d'âge limite. Là, comme c'est là, notre aîné a 30 ans. OK. Et ils peuvent être là aussi longtemps qu'ils veulent? Pas nécessairement, parce que c'est un programme, c'est un certificat qui est sur 2 ans. OK, mais qu'est-ce qu'ils font Alors, après il y a 2 un ans? début, puis il y a une fin. OK. Qu'est-ce qu'ils font après? Bien, ils ont des stages pratiques, puis ce qu'on veut faire, c'est d'essayer le plus possible de favoriser l'employabilité de ces personnes-là. OK.
après les études collégiales. C'est un programme, ça, qui existait déjà. Il est venu, puis il est parti, puis il est venu, puis il est reparti, puis il est venu, puis il est reparti, hein, si je me trompe pas. C'est un autre programme. C'est vraiment un nouveau programme, ouais. le programme d'intégration communautaire. Il y a déjà eu un Repenser. programme similaire, mais là, c'est vraiment avec l'inclusion qui l'englobe dans sa totalité. OK. Ça veut dire que toutes nos approches, c'est inclusif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'étudiant se sente le plus inclus dans la vie collégiale? On s'en va à la pause, puis là, je veux savoir après, est-ce qu'il y a une différence entre inclusion et intégration? On vient tout de suite. Parfait. Quand on parle de personnes qui ont un handicap, que ce soit un handicap physique, un handicap intellectuel, une déficience intellectuelle, que ce soit un trouble du spectre de l'autisme, les parents sont au dépourvu et parce que ça ne correspond pas du tout pas tous les parents, mais de façon générale, à leur vision de leur enfant dans le monde, ils ne savent pas où se tourner. Mais toi, tu as fait affaire avec des parents qui ont lutté beaucoup pour avoir le programme qui est là aujourd'hui. C'est en grande, grande partie grâce au justement dévouement des parents. Si le programme d'intégration communautaire par l'éducation coopérative a vu le jour. Alors, c'est le groupe de parents de la Coalition des familles francophones qui ont poussé, qui sont allés rencontrer le collège, qui ont dit « On a besoin de services pour nos enfants. On veut que le collège soit une possibilité dans leur cheminement. » Alors, c'est vraiment avec tous ces efforts collectifs-là que vraiment le programme a pris naissance. Alors oui, les parents, là, vraiment, là, ils ont travaillé très, très fort. Moi, j'aimerais ça un jour rencontrer de ces parents-là à mon émission. Tu pourrais en amener? Mon Dieu! Je suis certaine que ça leur ferait plaisir. Ça serait vraiment une très belle rencontre. Parce que, tu sais, souvent, ces parents-là, ce que j'admire, c'est qu'ils travaillent fort, mais c'est même pas leurs enfants qui vont en profiter parce que par le temps que ça va être C'est mis la en prochaine place, génération c'est la par la prochaine suite. génération. C'est grâce à eux que les attitudes changent. Je peux me permettre, mon plus beau souvenir, l'année passée, c'était notre première cohorte qui diplômait du programme et les parents étaient dans la salle. De voir les sourires, la fierté de ces parents-là quand ils ont vu leur enfant monter sur le train, c'était incroyable. Moi, j'ai le cœur gros à y penser parce que je me dis, c'est tellement... On veut tellement que nos enfants réussissent dans la vie, puis là, on se demande où est-ce qu'ils s'en vont, puis là, on les voit qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent réussir. On a parlé beaucoup d'inclusion, d'intégration. On a tendance à mélanger les deux mots. Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on dit? Intégration? Inclusion? Vous autres, c'est intervention, mais est-ce que quand tu parles, toi, Marc, est-ce que tu préfères parler d'intégration ou d'inclusion? Les deux sont synonymes. On peut parler d'intégration communautaire, de l'inclusion sociale. Les deux sont synonymes. On parle d'intégration communautaire et inclusion sociale. Ça serait... Oui. Puis vous autres, vous appelez intégration sociale. Intégration sociale, mais inclusion, c'est au niveau... des nouvelles terminologies, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il y a eu des changements, une évolution dans la terminologie. Inclusion sociale est encore plus large, plus vaste. Donc, en ce sens-là, mais il y a peu on peut utiliser quand même les deux sans Qu'est-ce que tu dirais, toi, Marie-Christine? Quel mot tu préfères? Je pense que c'est important. Parce que dans le domaine des minorités, pas des minorités raciales, des immigrants, il y a une grosse différence entre les deux. Moi, je vais, suite à une lecture que j'ai déjà faite, je vais comparer si je prends le programme Intégration communautaire par l'éducation coopérative. Quand ils sont dans leur classe ensemble au collège, on parle d'intégration. Quand ils sont dans leur classe, comment est-ce qu'on appellerait ça? Un cours optionnel, cours exploratoire, exemple. C'est-à-dire, là, ils sont intégrés dans une matière, comme ils vont venir écouter un cours d'histoire ou de géographie. Là, on parlerait d'inclusion. C'est-à-dire que l'intégration, ils sont ensemble intégrés. Inclusion, ils sont individuellement inclus. Moi, c'est comme ça que je l'avais interprété. J'aime ton comparatif, Marie-Christine, parce que souvent, l'inclusion fait référence au fait que la personne a sa place au collège. Peu importe
son niveau de déficience et tout ça, son niveau de fonctionnement, elle a sa place dans la communauté. Fait qu'on prend pour acquis qu'elle est incluse dans ce système-là. Oui. C'est toujours dans un concept de valeur citoyenne. Donc, tout citoyen à part entière est inclus dans, la société, participe sur le plan économique, peut aller sur le marché du travail, a une vie comme tous et toutes. Alors, c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est vraiment large et puis toutes les personnes, par ailleurs, sont égales. C'est pour ça que dans le programme d'intégration, on parle beaucoup d'inclusion sociale. Lorsqu'on prend une décision pour le programme, on se dit, OK, qu'est-ce qui est le plus inclusif? Qu'est-ce qui va permettre à nos étudiants de sentir qu'ils font partie de la vie collégiale? Peut-être l'adjectif nous porte mieux à comprendre la distinction entre les deux. Être inclusif, être par rapport à être, par opposition à être exclusif. Inclusion et exclusion. Donc, on veut être... Tout le monde, ça fait référence aussi à ce que vous disiez au début, chaque personne a sa valeur propre. Peu importe, elle n'est pas... Puis tout le monde le dit. Il faut aller à la pause. On revient tout de suite. Restez avec nous. On parle d'inclusion sociale, l'inclusion des personnes qui ont un handicap, qui ont une déficience intellectuelle, qui ont un problème du trouble de l'autisme. On part du principe qui veut que tout le monde ait sa place dans la société. Il n'y a personne qui n'a pas sa place, c'est illogique, ça n'a pas de sens. C'est inhumain, puis c'est pas citoyen. Donc, tout le monde a sa place et vos programmes sont là pour appuyer ceux qui veulent. Vous autres, vous appuyez ceux qui veulent travailler avec les personnes qui ont un handicap. Toi, ton programme à Sylvie, bien, tu enseignes là, mais l'autre programme, il y a un autre programme qui a pour but d'aider aux personnes qui ont un handicap à se trouver dans la société. Si on parlait des professions qui sortent qui découlent de cette réalité, c'est quoi? Qui vous formez? Qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils sortent de chez vous? Ils peuvent travailler à différents endroits. Entre autres, ils peuvent travailler à l'Association pour l'intégration sociale. Ils peuvent aussi travailler dans le milieu scolaire, dans des ateliers... Qu'est-ce qu'ils feraient dans le milieu scolaire, par exemple? Comme éducateur dans les classes, parce que les personnes maintenant sont intégrées dans les classes. Alors, OK, explique-moi, parce que moi, là, bien que je viens du monde de l'éducation, là, je suis certaine que le monde à la maison ne sait pas de quoi tu parles quand tu dis éducateur en salle de classe. C'est ça. C'est un enseignant en salle de classe? Non, quelqu'un qui aide un enseignant en salle de classe, c'est ça. Alors, quelqu'un qui aiderait un enseignant en salle de classe et qui accompagne qui? Qui accompagne un enfant, un adolescent qui aurait, par exemple, une déficience intellectuelle. OK. Donc, les étudiants chez vous les diplômés peuvent occuper ce genre de poste. Oui. OK, c'est excellent. Oui. Puis quoi d'autre? C'est ça, donc des ateliers protégés, des plateaux de travail. C'est quoi des ateliers protégés? Ce serait des ateliers, par exemple, où les personnes qui ont une déficience intellectuelle travaillent et ils sont accompagnés encore là à tous les jours là, par une personne qui a un travailleur là, dans le domaine. OK. Est-ce que tu peux donner des exemples d'ateliers protégés? On parle de quoi? De construction? Ça peut être, il peut en avoir de différentes sortes, ça dépend vraiment là, du domaine. Là. OK. Oui, ça peut être par exemple la fabrication de meubles, ça peut être autre chose. Donc là, tu me dis qu'un diplômé chez vous peut accompagner une personne en milieu de travail pour toute sa vie? Si c'est ça son travail, si c'est le travail de l'éducateur ou de la personne qui est diplômée du programme, oui, elle peut faire ça pour une agence ou pour... oui. OK. C'est un professionnel de soutien direct. OK, je vois, dans le secteur des services aux personnes. Alors, c'est tellement vaste, ces possibilités. Puis, ce que je tiens à mentionner, c'est que au niveau de la cohorte, qu'il y ait seulement 25 étudiants par année qui étudient dans le domaine, c'est de base très, très malheureux parce que nous aurions besoin de double et triple cohorte. C'est-à-dire qu'il y aurait de la possibilité d'emploi dans le secteur
en déficience intellectuelle et handicap de développement, certainement pour avoir le triple d'étudiants, pour être capable de fournir l'ensemble des employeurs. Donc, quand on regarde, autant enfants qu'adultes, donc quand on regarde les cohortes à chaque année qui diminuent ou sinon qui sont en danger de péricliner, il faut voir à mettre des mesures en place justement pour en avoir plus d'étudiants. Parce que ce que les familles veulent finalement, c'est d'avoir un professionnel de soutien direct formé qui travaille auprès de leur enfant, pour les enfants ou adultes, accompagnant leur adulte. Donc, ça peut être un éducateur, si on parle d'adultes. Le professionnel de soutien direct, c'est un nom général, mais par exemple, à l'association, on dit que ce sont des conseillers-conseillères. Donc, ils ont une fonction d'accompagner la personne vers son cheminement de vie. Alors, ça peut être vu de différentes façons. Donc, c'est vraiment des rôles sur lesquels on peut... il y a une certaine flexibilité, des souplesses dans les rôles, mais une chose est certaine, c'est qu'on en a besoin de beaucoup plus. Les employeurs crient, là, c'est un appel aux étudiants du secondaire, c'est un appel aussi aux gens qui changent de carrière. Pour venir, il faut nous, on a besoin de recruter des candidats comme Marie-Christine. Par exemple, si je prends, lorsque je travaillais à l'Université d'Ottawa, je te parle de 83 à 87, on avait mis en place des services aux étudiants handicapés. Et à ce moment-là, on embauchait, je retenais les services, c'était tout à fait nouveau, d'un lecteur pour un étudiant aveugle, d'un preneur de notes pour un étudiant qui était sourd. Alors, ce genre de travail-là pourrait être assumé par des personnes qui viennent du programme. Entre autres. Entre autres. Ou quand j'enseignais à la Cité, à l'université, souvent, il y avait des étudiants qui avaient un handicap qui étaient accompagnés par une personne. C'est toujours en fonction des besoins de la personne, que ce soit un enfant ou un adulte. Mais dans ce temps-là, puis je te parle de pas si longtemps, parce que j'étais à la Cité à l'époque pour enseigner, on ne payait pas grand-chose, là. On payait à peu près le salaire minimum. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu une évolution aussi dans les salaires et fort heureusement. Heureusement, parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui... On cherchait un autre étudiant pour le rentrer dans un programme de bourse d'étudiants ou de subvention pour étudiants. Mais là, est-ce qu'il y a des postes qui payent bien? C'est-à-dire que oui, c'est dans les 20 $ en montant. Donc, évidemment, il y a toujours des échelles salariales de débutants versus les gens qui travaillent depuis de nombreuses années, où on peut aller chercher des 25 $ à 30 $ de l'heure, certainement. Mais c'est un beau métier dans le secteur humain. Et il y a tellement de place à beaucoup plus. Et c'est ce qui est l'important de faire connaître ce programme-là à l'ensemble de la communauté francophone, parce que le programme à la Cité, là, il faut le mentionner, c'est le seul programme en français pour les francophones avec une qualité d'enseignement quand même exceptionnelle. Alors, les 25 étudiants qui sont au programme sont systématiquement embauchés chez les employeurs. Alors, on aurait de la place pour beaucoup plus. Donc, chez vous, le taux d'emploi, là, c'est 100 %? Tout le monde reçoit un emploi? Oui, bien, il y a une pénurie de travailleurs dans le domaine, comme on mentionnait tantôt. Donc, étant donné cette pénurie-là, quelqu'un qui veut travailler et puis qui réussit bien à l'entrevue, bien sûr. Comment t'expliques? Est-ce que 25, c'est parce que c'est contingenté? Non, pas du tout. Donc, ça pourrait être plus? Ça pourrait être plus. Mais pourquoi? Comment t'expliques qu'il n'y en a pas plus que ça? Ça varie. Par exemple, ça faisait quelques années qu'on avait une double cohorte, c'est-à-dire 2 groupes d'étudiants en première année. Cette année, nous avons seulement un seul groupe, une seule cohorte. Mais donc, les chiffres peuvent varier d'une année à l'autre, mais il y a définitivement la place pour avoir une double et une triple cohorte même. OK. Est-ce que les étudiants, vos diplômés, peuvent travailler n'importe où au Canada? Ou est-ce que c'est un ordre qui est réglementé? Non, ce n'est pas réglementé. OK. Je pense que c'est un domaine qu'il y a beaucoup de sensibilisation, on en parle de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de gens au secondaire ou ailleurs qui ne savent pas qu'ils peuvent étudier dans un tel domaine, qui ne savent pas qu'il y a un programme qui s'adresse à eux s'ils ont le goût de travailler avec des personnes qui ont de tels besoins. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler. Justement, on veut l'inclusion des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, mais c'est important d'entourer ces gens-là. Tu as raison, parce que quand j'ai travaillé longtemps en marketing pour la Cité, puis pour d'autres clients, et quand on voulait qu'un programme
démarre, on disait, OK, y a-t-il une émission de télévision là, qui va les... C'est dès qu'il y avait une émission de paramédic, on était sûr qu'en paramédic, il y avait plus d'étudiants. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie des jeunes qui fait en sorte qu'ils vont vouloir aller à ce programme-là? Parce que c'est vrai que c'est merveilleux. Toi, tu as choisi de poursuivre à l'université. Oui, Qu'est-ce que tu fais présentement? Travail social. Pour arriver à être travailleuse sociale. Oui, exactement. Puis, dans le fond, bien, je poursuis. Puis, ce que je trouve le fun avec le travail social, c'est qu'il y a un éventail de clientèle, mais j'aime particulièrement travailler avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ça vient me chercher. C'est quelque chose qui ne s'explique pas vraiment. Tu l'as en dedans de toi. Puis, j'ai vraiment l'intention de prendre tout ce que j'ai appris dans mon programme à la Cité puis de transférer mes connaissances au niveau du bac. Je pense que j'ai un bon bagage avec moi là, dans la poursuite de mes études. Puis comme travailleuse sociale, comme tu dis, tu vas travailler avec plein de gens dans tous les domaines. Et on a mentionné l'importance de changer les habitudes et les attitudes et les comportements des parents, des enseignants, de tout le monde. Tu vois que tu peux arriver à faire ça aussi. Oui. C'est vraiment de la sensibilisation, puis d'en parler, puis de faire la lumière sur le sujet, tout simplement. On sait qu'il y avait la fin de semaine passée, je pense, ou c'est peut-être la fin de semaine prochaine, à Montréal. Il n'y avait pas un salon de l'autisme. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous allez être là? Moi, j'ai une intervenante du programme d'intégration communautaire qui va être là, qui va nous ramener toutes les nouveautés qu'elle va découvrir. Mais oui, on tente d'aller s'impliquer le plus possible dans les différentes foires, les événements. Je suis allée à un colloque la semaine dernière pour de Community Living pour partager l'inclusion au niveau collégial. Fait qu'on essaie de se promener puis de parler du domaine, de parler de la clientèle le plus possible. Oui. Je pense que c'est important de mentionner aussi qu'il existe au collège un certificat post-diplôme en autisme. Alors, quelqu'un, par exemple, qui termine notre programme d'études et qui voudrait se spécialiser dans ce domaine-là pourrait faire le certificat post-diplôme. Et puis, le but, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce certificat-là après? Bien, ça spécialise au niveau de l'intervention auprès des personnes autistes. OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des employés à l'association qui ont suivi leur programme IPH, Intervention auprès des personnes ayant un handicap, et qui vont par la suite faire le diplôme en autisme et sciences du comportement. Alors ça, c'est intéressant, ça vient compléter. Donc, ça fait 3 ans d'études dans le secteur. C'est très riche pour le travail pour soutenir les familles et le travail auprès des enfants autistes, entre autres. Est-ce que... On parle beaucoup des professionnels, puis moi, j'ai toujours dans la tête les gens qui nous écoutent à la maison, puis ce sont des parents habituellement, qui sont au dépourvu, des fois, qui sont en état de crise. Oui. Moi, je sais que j'ai quelqu'un très près de moi que si je n'avais pas accompagné à tous les jours depuis 15 ans, je vous jure, je pense qu'elle serait sautée en bas d'un pont à un moment donné. Il y a très peu d'aide pour les parents avec des messages comme ce que tu dis. Mais c'est pas rien que dire le message, c'est de l'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire, ce message-là, dans le quotidien? Comment j'interviens auprès de l'enseignant qui traite mon fils qui le laisse de côté parce qu'il ralentit la classe? Puis les enfants l'enfant qui, tout ce qu'il veut dans la vie, il y a 10 ans, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir un ami. Tu sais, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Là. On s'en va à la pause, on revient, puis on poursuit. C'est merveilleux, ce programme, parce que ça forme des professionnels avec une belle attitude, un respect de la vie, un respect de l'autre. Vous avez un programme d'intervention familiale? Dans le programme de 2 ans au collège, nous avons un cours en 2e année qui s'intitule « Méthode d'intervention familiale ». C'est pour aider les diplômés qui vont travailler avec les personnes, de travailler aussi avec les familles et les proches. Alors, et c'est ça. C'est une obligation. Là. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix parce que c'est les familles, c'est les mamans, puis les papas, puis les frères et les sœurs qui vivent avec la personne. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand un enfant ne fonctionne pas selon la méthode dite normale de cette famille? La famille est au dépourvu.
On voit beaucoup de détresse chez les familles. Donc, c'est sûr que le rapport de l'Ombudsman qui est sorti récemment faisait état de... Tu parles de l'Ombudsman de l'Ontario, le nouveau. Le nouveau Oui, Ombudsman. qui a sorti le rapport, puis qui faisait état de situations vécues chez les parents, de grande détresse, de souffrance non acceptable. Maintenant, l'ensemble des familles vivent beaucoup de détresse. Quand tu dis l'ensemble des familles, tu parles des familles d'enfants? Ayant un enfant, OK. ayant un handicap. Ouais. Alors, effectivement, souvent, on ne le voit pas ou c'est moins visible, mais lorsque des parents, je ne vais pas juste parler de la situation à l'association, mais lorsque les parents en arrivent à avoir des services, on voit que le parent est à bout de souffle et que depuis longtemps, on aurait dû les soutenir. Donc, c'est vraiment une situation qui est dramatique. Pendant des années de temps, les parents sont en attente de services. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur une liste d'attente. Oui, on commence par dire aux parents, bon, on va vous envoyer pour des tests d'ouïe. Votre enfant, il faut qu'il passe des tests d'ouïe pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de surdité. Mais là, ça prend des mois et des mois. Oui. Et puis après ça, ben là, tu reviens, qu'est-ce que tu fais après? Mais là, on va aller vous dire d'un autre test. Ça rien, c'est illogique. Puis il y a beaucoup de... La situation des parents, c'est pas évident. Je dis toujours aux étudiants, ne jugez pas les parents, ne connaissez pas le vécu que ces gens-là ont. Ils passent à travers de beaucoup. Très important. Puis en quelque part, puis on l'enseigne en intervention pour les personnes avec handicap, il y a un deuil qui se fait pour les parents qui apprennent que leur enfant a une déficience intellectuelle ou une autre forme d'handicap. Il y a un deuil qui se fait. C'est important d'accompagner les parents dans ce deuil-là, dans ces étapes-là. Puis souvent, c'est un deuil qui ne finit plus. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive à une autre étape de sa vie, oui. l'enfant, c'est un peu il devient adolescent. Là, tu vois les autres qui commencent à avoir des petites copines ou à se trouver des emplois. Mais toi, ton fils ne peut pas ou ta fille ne peut pas. Ensuite, tu sais qu'un jour, ils vont aller au collège, ils vont partir de la maison. Là, tu t'inquiètes. Est-ce qu'il va être capable de se s'autosuffire? C'est toujours, à tous les jours, c'est des questions. Parce qu'encore aujourd'hui, notre société ne fait pas de place pour ces personnes-là. Ce sont des parents, puis tu dis quand il n'y a pas de place, les parents doivent constamment se battre pour que leur enfant ait leur place. Que ça soit en garderie quand ils sont tout petits, que ça soit à l'école, que ça soit sur le marché du travail. Les parents doivent se battre constamment, constamment. C'est pour ça, quand on est arrivé avec le programme d'intégration communautaire, je pense qu'on a enlevé 50 livres sur les épaules des parents. C'était enfin, il y a quelque chose qui va être, il va y avoir un suivi. Parce qu'on sait que dans le système scolaire en Ontario, après 21 ans, il n'y a plus de possibilités. Alors là, ça vient justement là, répondre à ce grand besoin-là. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires de parents qui disaient « Merci, enfin, ça nous donne de l'espoir. On sait que notre enfant a un potentiel, puis ça fait du bien de savoir que c'est reconnu en quelque part. » Donc, c'est reconnu par les professionnels, c'est reconnu par les institutions de collégiales, par les écoles, les conseils, c'est reconnu par les parents. Maintenant, il faut que tout le monde le reconnaisse. Tout à fait. Oui. Parce qu'on ne peut pas y continuer. Je voulais parler tantôt à vous deux. Vous avez parlé puis Patricia aussi, d'enseigner aux étudiants à protéger, à intervenir au nom de. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est-à-dire que la loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle a amené des mesures d'assurance de la qualité. C'est grâce à la loi de 2008 qui assure, si vous voulez, l'ensemble des agences qui offrent des services, je vais parler à titre d'employeur, l'ensemble des agences, il faut que ça soit réglementé. L'offre de services doit être réglementée pour assurer la santé et le bien-être physique, intellectuel des individus. Alors, on a des mesures d'assurance de qualité reliées à cette loi-là et qui fait qu'elles sont enseignées d'ailleurs aux étudiantes et étudiants. Et il faut apprendre déjà à la base que les personnes ont de la flexibilité dans leur hébergement, dans l'offre de services est souple et flexible. Cependant, il faut aussi s'assurer de protéger et veiller au bien-être des personnes. C'est dans ce sens-là. Alors, si elles vivent dans une résidence, on parle un peu d'offres de services, mais si elles vivent dans une résidence, bien, la résidence doit être un milieu sain et sécuritaire pour l'individu en fonction de toutes les normes imposées par les lois. Là.
Oui, parce que vous avez des services résidentiels. Voilà. Il y a aussi des services, chez vous, vous avez des services résidentiels, vous avez des services de soutien aux adultes, des services de soutien à la participation communautaire, des services aux enfants et adolescents ayant des troubles envahissants du développement. Voilà. Et vous avez des services de soutien à l'emploi et vous avez des services de répit. Alors, nous, on est financé par le ministère des Services sociaux et communautaires pour l'ensemble de ces services-là. Donc, on est régi par une loi et par des règlements, des mesures d'assurance de qualité qui veillent à ce que l'offre de services soit bien encadrée, et ça, c'est pour l'ensemble de la province. Donc, quand les étudiants vont travailler dans le secteur, sur le marché du travail, à ce moment-là, ils se retrouvent avec ces règles-là. Il faut qu'ils les apprennent en classe, en salle de classe, pour savoir exactement ce qu'on s'attend d'eux. Et ce qui fait que la notion de protection était un peu large, là, mais elle est vraiment prise dans le sens d'assurer le bien-être de tout individu. Et est-ce que ça implique aussi un apprentissage à la représentation pour un individu? Vous savez, par exemple, que ça ne va pas à l'école ou ça ne va pas dans un certain milieu. Est-ce que toi, tu peux intervenir auprès de l'enseignant si les parents sont d'accord? Est-ce que ça fait partie de l'enseignement que vous faites? Oui, tu me dis oui. Bien, nous, ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est évidemment de travailler à rendre la personne la plus autonome possible, mais évidemment d'aider cette personne-là ou de représenter les droits et les intérêts de cette personne-là lorsque la personne elle est incapable de le faire par elle-même. Oui, oui, oui. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a des exemples de temps où la personne n'est pas capable de le faire par elle-même puis que vous intervenez? Oui, par exemple, si on prend le milieu scolaire, s'il y a un besoin que la personne nécessite en milieu scolaire et qui n'est pas fourni et que la personne est incapable de le demander par elle-même, bien, ce sera à ce moment-là l'éducateur de faire la demande en son nom. Je vais te donner un exemple très concret, Ginette, qu'on a vécu récemment dans le programme d'intégration communautaire. Nos étudiants vivent les mêmes épreuves, les mêmes défis que tous les autres étudiants du collège. Et on a un étudiant qui a eu besoin du service de counseling au collège. Et il n'était pas nécessairement en mesure, il avait peur, il avait une réticence d'y aller seul. L'intervenante l'a accompagné pour s'assurer qu'il reçoive ce service-là. Fait qu'elle l'a accompagné jusqu'au service, puis ensuite, il y a eu les services dont il pouvait recevoir. Fait que le rôle de l'intervenante, c'était vraiment de l'accompagner à ce niveau-là. Au niveau des soins de santé, nos intervenantes vont accompagner. S'il y a un étudiant qui semble avoir un besoin au niveau de la santé puis qui n'est pas certain qu'elle sait faire, elle peut l'accompagner jusqu'au bureau de santé puis dire, regarde, tu vas aller voir quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ils ont accès à ces services-là. Mais des fois, l'intervenant doit accompagner la personne. Oui. On s'en va à la pause. Restez avec nous. On pourrait en parler longtemps de l'inclusion sociale des personnes qui ont un handicap de développement, un handicap intellectuel, une déficience, un trouble d'autisme. C'est tellement... les parents ont besoin d'aide. Moi, je reviens toujours aux parents, c'est eux qui ont besoin d'aide, et les personnes aussi. Le mot de la fin, ton mot de la fin à toi? Écoutez, le mot que je veux lancer à l'ensemble de la société, c'est oui, faites confiance aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Au niveau de l'employabilité, ils sont capables, ils ont une belle formation, ils ont les outils nécessaires. Ils ont une déficience intellectuelle, mais ils ont une surabondance d'amour. Tout à fait, bien dit. C'est toujours comme ça. Et moi, je dis quel beau métier de travailler dans le secteur des personnes ayant un handicap. Quel merveilleux métier du secteur humain. Et j'encourage les jeunes du secondaire ainsi que les gens qui sont en changement de carrière. Nos bras, nos portes sont toutes grandes ouvertes pour les accueillir comme employeurs. Ton bureau de l'Association d'intégration sociale d'Ottawa est sur la rue Donald. Donald, 235 rue Donald dans le à centre Ottawa. Rockcliffe. Comment il s'appelle maintenant, le centre de ressources? Centre communautaire Rideau-Rockcliffe. Rideau-Rockcliffe. Marc, toi? Et pour faire du pouce sur l'idée de Patricia, il y a une pénurie de travailleurs dans le domaine. Nous avons de la place. Pour ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous. Et c'est un domaine passionnant. Puis toi, Marie-Christine, félicitations aussi. Je ne t'ai pas dit tout le temps de l'émission. Je voulais mentionner que tu as reçu le prix de
la diplôme, qu'est-ce que c'est? Le prix d'excellence. Le de la prix Cité. d'excellence de la Merci. Cité. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Moi, le message que je veux porter, c'est que l'inclusion, c'est le travail de toute une société. Fait que c'est à chacun de nous d'appliquer l'intégration puis la valorisation des personnes. Puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Est-ce qu'il y a un livre que tu lis qui t'inspire, qui a rapport à ça ou non? Non, c'est vraiment l'ensemble de mon programme qui m'a apporté, qui a allumé l'étincelle puis qui a apporté ce message-là. On espère qu'elle va continuer à brûler ton étincelle, puis à briller, puis que tu vas continuer à allumer les étincelles des autres. Merci. C'est notre rôle, hein, comme être humain. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à aller voir sur le site de la Cité, le Collège de la Cité, si vous voulez avoir plus d'informations au sujet des programmes. Mais aussi, je vous invite surtout à regarder les personnes autour de vous, qu'elles aient un handicap ou non, avec des yeux d'amour. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. Merci.